À un moment donc précisément où le travail et ses enjeux prennent à nouveau une certaine importance dans les débats politiques et sociaux, il me paraît utile de rappeler que le travail est bel et bien d'abord une question centralement politique. C'est une chose qui a été certes perdue de vue, à force de réduire le travail à la question de l'emploi, ou de n'aborder le travail que sous l'angle de sa flexibilité, forcément insuffisante, ou de son coût, forcément trop élevé. Il me semble que c'est bien sous la forme d'une question éminemment politique que le travail commence à occuper de nouveau la scène. Et de ce point de vue, deux événements majeurs auxquels nous sommes désormais collectivement confrontés me paraissent redonner sa portée politique à la question du travail. D'une part, la révolution technologique, représentée notamment par l'intelligence artificielle, et d'autre part, la crise écologique. La première nous force à poser à nouveau frais la question de la place des activités humaines de travail dans nos sociétés. Pas plus que les révolutions antérieures, celle de la mécanisation et celle de l'automation, la numérisation ne fera, ou n'a fait, puisque la numérisation a commencé depuis belle lurette, ne fera disparaître le travail humain, mais assurément, comme les révolutions antérieures, elle le transformera profondément, avec ceci peut-être de particulier cette fois que ce sont maintenant les formes intellectuelles et immatérielles de travail qui sont davantage sur la sellette. Quant au second enjeu, celui de la crise écologique, il concerne tout aussi directement le travail, du moins si on admet avec Marx que le travail est, je le cite, d'abord un processus qui se passe entre l'homme et la nature. Dans les deux cas, que ce soit par la révolution numérique ou par la crise écologique, nous sommes conduits à devoir réinterroger le travail dans son sens et dans son contenu. Mais surtout, nous comprenons aussi que ces deux défis ne peuvent être relevés qu'à partir du travail lui-même. C'est à partir des façons qui sont les nôtres de travailler et de leur transformation que pourront aussi s'effectuer les nécessaires transformations de la société elle-même. D'où l'importance qu'il y a, selon moi, à réaffirmer, à défendre la dimension proprement politique du travail et plus particulièrement le lien organique, selon moi, et intime que le travail entretient avec la démocratie. C'est à partir de l'organisation du travail social que l'on peut avoir une prise sur les évolutions de notre société, mais c'est aussi à partir d'une organisation démocratique du travail qu'on peut s'assurer que ces évolutions se réaliseront elles-mêmes de manière démocratique. Mon objectif ici donc sera de défendre la thèse d'un enracinement des formes démocratiques de vie sociale dans l'expérience du travail, en l'occurrence dans l'expérience d'abord de la division du travail social. En ce sens, il s'agira bien de réactualiser l'idée d'une centralité politique du travail, sinon en général, du moins s'agissant d'une politique proprement et spécifiquement démocratique. Mais l'examen et la défense de cette thèse supposent au préalable de distinguer, je commencerai par là, de distinguer entre l'idée de centralité du travail, que je mobilise sous la forme là de la centralité politique du travail, et d'autre part, l'absolutisation du travail, toutes les formes possibles, donc distinguer entre l'idée d'une centralité du travail et les formes possibles d'absolutisation du travail. Tandis que l'absolutisation du travail revient le plus souvent à faire abstraction des conditions du travail, la thèse d'une centralité politique, et plus particulièrement démocratique, du travail se fonde au contraire sur l'idée d'une possible maîtrise des dites conditions par celles et ceux qui travaillent. Parmi ces conditions, j'y reviendrai, il y a certes les outils et la matière du travail, mais il y a aussi le travail des autres, dont l'activité de chacun et chacune dépend. On rejoint alors le domaine politique, et plus exactement celui d'une politique démocratique, quand on pose la question du passage d'une interdépendance subie des travaux, les uns avec les autres, à une organisation volontaire et consciente de la répartition des travaux, de manière à donner à la division du travail social la forme démocratique d'une coopération sociale entre des acteurs mutuellement complémentaires les uns des autres et indispensables les uns aux autres. La thèse de la centralité du travail, selon la façon dont on l'entend,
peut conduire en effet à deux formes d'absolutisation du travail qui me paraissent être des errements théoriques susceptibles d'avoir dans la pratique des conséquences qui peuvent être exactement opposées aux intentions initiales, qui sont généralement celles des promoteurs de la centralité du travail. La première erreur serait de réduire la centralité du travail à la forme particulière qu'elle prend dans nos sociétés capitalistes avancées. Autrement dit, l'erreur ici serait d'absolutiser la forme spécifiquement capitaliste de la centralité du travail. J'y reviendrai tout de suite. La seconde erreur serait de donner à la thèse de la centralité du travail l'ampleur d'une métaphysique du travail. Ces deux erreurs sont liées, comme on va le voir, et comme en témoigne le fait que les différentes formes possibles de métaphysique du travail ont généralement en commun d'avaliser et donc de justifier les formes prises par le travail sous les rapports sociaux existants. Toute la difficulté est donc de parvenir à poser la centralité du travail sans pour autant renoncer à une critique du travail tel qu'il est, et sans, bien sûr, encore moins rendre difficile, voire impossible, une telle critique. Alors, le point de départ de cette possible dérive de la centralité vers l'absolutisation du travail se trouve dans l'idée que les sociétés de type capitaliste sont celles qui, historiquement, confèrent au travail la fonction et le rôle consistant à assurer la médiation sociale. Ces sociétés sont celles qui font reposer sur le travail la médiation sociale elle-même. Je vous renvoie pour ça, par exemple, aux travaux de Moïse Poston, qui a défendu cette thèse. En ce sens, les sociétés de ce type sont celles qui accomplissent et qui réalisent effectivement une caractéristique essentielle du travail que le philosophe allemand Theodor Adorno formulait de la façon suivante dans la première de ses 3 études sur Hegel. Je cite Adorno, « Le travail ne devient travail qu'en tant qu'activité pour autre chose, commensurable au travail d'autrui, que dans la mesure où il est un dépassement de la contingence de chaque sujet individuel. » Fin de citation. En ce sens, le capitalisme est le rapport social qui réalise l'essence sociale du travail. Mais il le fait sous une forme très particulière, celle du travail abstrait constitutif de la valeur, c'est-à-dire qu'il le fait sous une forme qui, en même temps, rend indisponible aux travailleurs eux-mêmes la portée sociale et donc aussi l'essence sociale de leur propre activité. L'essence et la portée sociale du travail ne sont pas plutôt affirmées par le capital qu'elles sont aussitôt captées par lui, ne laissant du travail aux travailleurs, d'une part, qu'une simple capacité individuelle de travail, identifiée à la réalité organique singulière de leur force physique et intellectuelle, ce que Marx appelait la force de travail, et d'autre part, une expérience vécue du travail comme d'une activité étrangère, extérieure, parfois même étrangère, c'est la thématique de l'aliénation, étrangère dans la mesure même où elle est enrôlée par une instance extérieure et dominante, en l'occurrence le capital. L'essence sociale du travail trouverait donc dans le capitalisme une réalisation qu'aucune autre formation sociale n'avait jusque-là été capable de lui donner, mais elle la trouve de telle sorte que celles et ceux qui sont les agents de cette réalisation en sont en même temps privés. Mais c'est justement parce que le travail est devenu, sous le capitalisme, comme dit Adorno, la médiation radicale, tant entre les hommes et la nature qu'entre les hommes eux-mêmes. C'est pour cela donc que peut aussi se produire ce que le même Adorno appelle, je le cite, une identification pompeuse du travail à l'absolu. Fin de citation. Ce qu'exprime une telle identification pompeuse du travail à l'absolu n'est pas autre chose que le fait même que sous le capital, poursuivait Adorno, le monde forme un système et qu'il n'est devenu tel précisément que grâce à l'universalité fermée du travail social. Citation d'Adorno. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ce que font, au fond, une métaphysique du travail et une identification du travail à l'absolu, ou encore ce qu'Adorno appelle l'hypostase du travail en absolu, ce n'est pas autre chose qu'exprimer et finalement justifier dans la théorie la réalité et la forme que le travail prend justement sous le capital, à savoir la réalité et la forme d'un travail abstrait qui n'unifie et ne totalise le social que sous la figure du règne du travail abstrait créateur de valeur.
mais qu'un tel règne ne soit lui-même possible que par le fait de faire abstraction de la réalité, de la diversité qualitative et de la valeur d'usage de tous les travaux humains concrets, que par la réduction du travail à une simple capacité de travail subjective susceptible d'être vendue contre l'équivalent de ce qui est nécessaire à sa reproduction, que par la subsomption formelle et réelle du travail sous le capital, tout cela est ignoré par une métaphysique du travail et reste dissimulé du fait même de l'absolutisation du travail à laquelle on procède alors. C'est pourquoi Adorno remarque, je le cite, que la métaphysique du travail et l'appropriation du travail d'autrui sont complémentaires. Plus fondamentalement encore, ce qu'une métaphysique du travail a pour effet de dissoudre, toujours d'accord en cela avec le procès d'abstraction auquel le capital soumet le travail, ce que cela a pour effet de dissoudre, c'est la réalité matérielle du travail, son enracinement dans une expérience humaine de la finitude, son ancrage dans la relation d'interaction entre le monde humain et le monde naturel. Citons ici encore Adorno, particulièrement clair sur ce point, je le cite donc, mais, disait-il, quand le travail va jusqu'à s'ériger purement et simplement en principe métaphysique, cela revient ni plus ni moins à éliminer systématiquement ce qui est matériel, ce à quoi tout travail se sent lié, qui lui prescrit ses limites, le rappelle à un niveau inférieur et rabaisse sa souveraineté. Fin de citation. Et c'est aussi le moment où l'on voit comment une critique de la forme sociale que prend le travail sous le capital, dès lors qu'il est enrôlé par celui-ci dans le procès infini de sa propre valorisation, comment donc une telle critique de la réalité du travail sous le capital et des démarches théoriques qui absolutisent cette réalité peut parfaitement s'accompagner du maintien de la thèse de la centralité du travail. Car c'est bien de cette thèse-là qu'Adorno se fait un représentant non seulement quand il rappelle la réalité matérielle du travail ou les limites auquel il est assigné en tant que travail concret, mais plus encore quand il écrit, je le cite, qu'il n'y a rien dans le monde qui n'apparaisse à l'homme autrement que dans et par le seul travail. Même la pure nature, disait-il encore, celle qui échappe à l'emprise du travail, se détermine encore précisément par son rapport, certes négatif, au travail. À quoi Adorno ajoutait encore qu'il n'y a pas de connaissance qui ne soit passée par le travail. En matière de centralité, on peut difficilement faire mieux, et en même temps de critique de l'absolutisation. Et il n'y va pas là d'une nouvelle absolutisation du travail, justement, comme si Adorno succombait à son tour à cette absolutisation après en avoir pourtant fait la critique, car le travail n'est pas absolutisé ici, mais placé au centre de l'existence humaine comme existence dans un monde. C'est un travail qui ne se comprend que sous le signe de la finitude et de la confrontation avec une altérité, en l'occurrence d'abord celle de la nature. Or, c'est justement à cette épreuve de la finitude et de l'altérité que vise à échapper l'absolutisation du travail, en tant qu'elle est l'expression même du principe d'expansion insatiable et destructeur de la société d'échange. Citation encore d'Adorno. Le monde du travail, comme inscription de l'homme dans le monde, dans et par le travail, n'est justement pas le monde unifié dans la production par le travail social suivant la relation d'échange, formule encore d'Adorno. Au cœur du premier se trouve l'expérience de la finitude, tandis qu'au cœur du second, il y a l'absorption du travail et de la production dans le procès de valorisation indéfinie du capital. Notons d'ailleurs que Marx lui-même mettait déjà en garde contre l'absolutisation du travail, ce qui n'empêche pas, au contraire, évidemment qu'il soit par ailleurs, ou qu'il ait été par ailleurs aussi, un penseur de la centralité du travail. Dès le premier article du programme de Gotha, je ne parle pas du texte de Marx, mais du programme du Parti ouvrier allemand que Marx critique. Donc, dans le premier article du programme, il est fait du travail, je cite le programme de Gotha, il est fait du travail la source de toute richesse et de toute civilisation. Quand il cite cette expression, le travail source de toute richesse et de toute civilisation, Marx voit dans cette formule l'expression ce qu'il appelle d'une rhétorique bourgeoise qui, dit-il, n'a pas sa place dans le programme d'un parti ouvrier. Pourquoi dit-il ça ? Bien parce que c'est justement, je cite Marx, c'est justement en attribuant au travail une puissance de création surnaturelle que les rédacteurs du programme de Gotha se sont fait, selon Marx,
les relais d'une rhétorique qui ne doit pas être celle d'un parti ouvrier, d'une rhétorique procédant précisément à une absolutisation du travail, qui est en même temps toujours sa glorification. Les bourgeois, écrit Marx dans sa critique du programme de Gotha, ont d'excellentes raisons d'attribuer au travail une puissance de création surnaturelle. La principale de ces raisons étant que cela permet de dissimuler le fait qu'il n'y a précisément rien de surnaturel dans le travail, en tant qu'activité à la fois naturelle et sociale des hommes. La rhétorique de la création appliquée au travail occulte le fait que le travail n'est rien seul, c'est-à-dire qu'il n'est rien sans la nature, la nature étant le nom même de la condition sans laquelle le travail humain ne pourrait rien réaliser ni accomplir. Ou bien, dans les termes de Marx que je cite, la nature est la source première de tous les moyens et de tous les objets du travail, chose qu'il a développée dans les premiers chapitres du livre 1 du Capital. Parler du travail sans parler des conditions objectives du travail, ou, comme dit Marx dans sa critique du programme de Gotha, passer sous silence les conditions qui seules donnent sens au travail, c'est engendrer une mystification, car le travail n'est rien indépendamment des conditions objectives qui permettent l'actualisation, la réalisation de l'activité humaine. On fera donc comme si le travail pouvait accomplir quoi que ce soit, sans aucune condition objective, sans matière du travail, sans outils du travail, et on fera en conséquence du travail une puissance surnaturelle, capable de créer miraculeusement quelque chose à partir de rien. Mais, demande Marx, qui possède un intérêt à parler du travail dans ces termes? À qui est-il utile de faire du travail une puissance créatrice? C'est utile, et ce ne peut être utile qu'à ceux qui se sont appropriés précisément les conditions objectives du travail, donc à ceux qui exercent un pouvoir de domination sur le travail, dans la mesure même où ils l'ont rendu dépendant d'eux. Je cite Marx dans la critique du programme de Gotha, car, dit-il, c'est précisément du fait que le travail dépend de la nature que l'être humain, qui ne possède d'autres propriétés que sa force de travail, est nécessairement, dans toute société et dans toute culture, esclave des autres hommes qui se sont faits les possesseurs des conditions objectives du travail. Fin de citation. Or, c'est justement cette domination exercée sur le travail par ceux qui en possèdent et en maîtrisent les conditions naturelles et sociales, objectives et matérielles, c'est cela qui sera occulté par les discours qui attribuent au travail une puissance créatrice, telle que le travail pourrait se passer de ces conditions. On retrouve ici l'absolutisation du travail, consistant en l'occurrence à attribuer au travail un pouvoir créateur qui a ceci de miraculeux, qu'il pourrait s'actualiser indépendamment de toute condition objective. Et cela tombe fort bien, si je puis dire, puisque le travail salarié se définit justement par la séparation du sujet du travail d'avec les conditions objectives d'actualisation de son activité propre. Commentant dans son Baudelaire le même passage de la critique du programme de Gotha, et partant du fait, je le cite, que le vide et l'inachèvement sont le lot du salarié industriel, en ce sens qu'il est précisément dépossédé, privé des conditions de son propre travail, Walter Benjamin reprenait la même critique de ce qu'il appelle, je le cite, une conception superstitieuse de la création qui vaut pour le travail intellectuel comme pour le travail manuel. Le caractère superstitieux ici de cette conception du travail consiste en ce qu'elle n'attribue au travail une capacité créatrice sans condition qu'en dissimulant une situation dans laquelle ceux qui travaillent ne possèdent précisément pas la maîtrise de ces conditions, conditions ne disons pas d'une création, mais d'une simple production. Une des manifestations les plus courantes de l'absolutisation du travail me paraît être sa promotion au rang de valeur. Pour Marx déjà, ce n'est pas le travail comme tel qui devait être défendu en tant que valeur morale, par exemple. Ce sont les intérêts matériels de celles et ceux qui travaillent effectivement. C'est ça qu'il faut défendre. Si le travail n'a pas à être défendu en tant que valeur, c'est pour la simple et bonne raison que le travail n'est pas une norme, mais une réalité, à la fois anthropologique, sociale et historique, et que le travail joue de facto, un rôle structurant dans la vie des individus comme dans la vie des sociétés. Sur le plan anthropologique, Marx et Engels ont constamment affirmé le rôle central joué par le travail, sur le plan anthropologique.
Marx posait ainsi, dès les manuscrits de 1944, que, je le cite, « l'objet du travail est l'objectivation de la vie générique de l'homme, c'est-à-dire de sa vie d'être social, de sorte que par le déploiement de l'activité de travail en tant qu'activité humaine nécessairement collective et sociale, l'homme, disait Marx, s'intuitionne lui-même dans un monde produit par lui. » Quant à Engels, il allait de son côté, dans la directive de la nature, jusqu'à expliquer que le travail a joué un rôle clé dans le processus d'hominisation. Le travail, disent les économistes, je cite Engels, est la source de toute richesse. Il l'est effectivement, conjointement avec la nature. Engels dit toujours la même chose que Marx, en l'occurrence, conjointement avec la nature, qui lui fournit la matière, qu'il transforme en richesse, c'est-à-dire en choses utiles à la satisfaction des besoins humains. Mais, poursuivait Engels, le travail est infiniment plus encore. Il est la condition fondamentale, première de toute vie humaine. Ce n'est pas une valeur, une norme, c'est de fait une condition. C'est déjà une condition, c'est une condition fondamentale, première de toute vie humaine. Et il l'est, poursuivait Engels, à un point tel que, dans un certain sens, il nous faut dire « le travail a créé l'homme lui-même ». Fin de citation. Ainsi donc, si le travail est, comme le disait Marx dans le Capital, je le cite, la condition naturelle éternelle de la vie des hommes. Il est assez rare que Marx parle de condition naturelle éternelle. Il n'y a rien d'historique là, c'est éternel. C'est quand même significatif. Si donc, comme il le disait, le travail est la condition naturelle éternelle de la vie des hommes, l'enjeu n'est pas de le défendre, comme on défend à bon droit les droits de l'homme, la justice sociale, l'égalité. L'enjeu est de faire reconnaître et de faire comprendre le rôle fondamental que le travail a joué dans toute l'histoire humaine, qu'il joue aujourd'hui et qu'il continuera inévitablement de jouer sous d'autres formes à l'avenir. Ainsi, le travail était, aux yeux de Marx ou d'Engels, une constante, à la fois naturelle, anthropologique, sociale et historique. S'il doit être promu, c'est en raison même du rôle structurant qu'il joue de facto dans la société. Ou plutôt, c'est en raison du rôle structurant que joue dans la société, non pas le travail en général, mais concrètement celles et ceux qui, par leur activité de travail, permettent la reproduction de la société. Ceci dit, et bien que le travail ne soit donc pas une valeur morale, il entretient néanmoins, bel et bien, un rapport avec la dimension de la normativité. Dès lors, en effet, que les activités humaines de travail jouent un rôle fondamental dans la reproduction de la société, il y a un droit de chacun à apporter sa contribution propre à la reproduction sociale. Et aussi un droit de chacun et de chacune à voir reconnu l'importance de la part qu'il et elle prend à cette reproduction. En ce sens, il y a bien un droit au travail qui, dans nos sociétés, est quasiment synonyme du droit de chacun et chacune à être reconnu comme un acteur ou une actrice sociale à part entière et à bénéficier à ce titre de l'estime sociale. C'est un fait que, dans le débat public, les meilleurs défenseurs de la valeur du travail, comme valeur morale, se recrutent majoritairement du côté de ceux qui veulent faire travailler les gens plus longtemps et plus. C'est-à-dire du côté de ceux qui promeuvent d'autant plus le travail comme valeur qu'ils sont dans les faits indifférents aux conditions dans lesquelles les femmes et les hommes travaillent réellement. Les défenseurs du travail comme valeur morale sont bien souvent les mêmes dont je constate qu'il manque rarement une occasion de promouvoir les dispositifs dans les domaines de l'assurance chômage, de la retraite ou du temps de travail, les dispositifs qui très concrètement dévalorisent le travail, mais cette fois au sens économique du terme, c'est-à-dire qui dévalorisent la force de travail pour mieux la plier aux exigences de la productivité et de la valorisation du capital. La meilleure manière d'empêcher la dérive toujours possible de la thèse de la centralité du travail vers une absolutisation du travail sera donc de ne jamais perdre de vue la question décisive des conditions objectives, naturelles, matérielles et sociales du travail. Ce sera donc d'affirmer toujours que le travail n'en est pas un et ne peut vraiment en être un aussi longtemps que celles et ceux qui travaillent n'ont pas la maîtrise, n'exercent pas d'emprise sur les conditions objectives et matérielles de réalisation et d'actualisation de leur propre activité de travail. Ce qui revient à affirmer et à maintenir qu'il y a
dans l'activité même de travail, l'exigence d'une maîtrise des conditions objectives de cette activité par celles et ceux qui la déploient. Or, parmi ces conditions, il y a toujours aussi le travail des autres et les produits du travail des autres, de sorte que l'exigence de cette maîtrise est toujours en même temps l'exigence d'une maîtrise collective des conditions du travail. Mais l'exercice de cette maîtrise collective des conditions du travail n'a pas d'autre voie pour s'accomplir que celle de la coopération, et elle n'a pas d'autre terrain possible que celui de la démocratie. C'est ce à quoi je voudrais maintenant en venir. Mais cette hypothèse que je fais ici d'un lien fort entre l'expérience du travail et l'exigence de démocratie, tenant à la nature coopérative de la division du travail social, cette hypothèse que je vais essayer de défendre se heurte aussitôt, et je dois donc immédiatement d'abord prendre en compte cette possible objection, ça se heurte aussitôt à une objection majeure très clairement formulée par Hannah Arendt. Je cite un passage d'elle dans Conditions de l'homme moderne, dans la traduction française, page 172. Hannah Arendt écrit ceci, je la cite: « La spécialisation de l'œuvre et la division du travail n'ont en commun que le principe général d'organisation qui lui-même n'est lié ni à l'œuvre ni au travail, mais doit son origine à la sphère strictement politique de la vie, au fait que les hommes sont capables d'agir et d'agir ensemble de façon concertée. C'est seulement dans le cadre de l'organisation politique, dans lequel les hommes ne se bornent pas à cohabiter, zusammenleben, dans la version allemande, mais agissent ensemble, zusammenwirken. C'est seulement là donc qu'il peut y avoir spécialisation de l'œuvre et division du travail. » Fin de citation. Alors que nous dit Arendt dans ce passage ? Elle nous enjoint de ne pas confondre le type de coordination mis en œuvre par la division du travail, ainsi que la spécialisation des activités productives d'œuvre, ne pas confondre ces deux choses-là avec ce qu'elle appelle le principe général d'organisation. Elle entend dire par là que la division du travail et la spécialisation de l'œuvre ne sont pas porteuses en elles-mêmes d'un quelconque principe d'organisation rendant possible que les individus agissent ensemble de façon concertée. Selon Arendt, en effet, je la cite, « La spécialisation est essentiellement guidée par le produit fini. » Ce qui veut dire, fin de citation, ce qui veut dire que c'est le produit visé par l'activité productive qui décide, le produit qui décide par sa nature même, par les qualités qui doivent être les siennes, afin que ce produit possède l'utilité, la valeur d'usage qui est escomptée, que c'est le produit donc qui décide de la spécialisation des activités qui participent de sa production. Ce sont ainsi les qualités attendues d'une maison qui décident à la fois de la spécialisation des métiers du charpentier et du maçon et de la coordination de leurs activités de production dans le processus de la construction. Donc c'est le produit qui décide, le produit visé. Quant à la division du travail, Arendt la conçoit comme une simple addition de forces de travail. À l'inverse de la production d'œuvres, où des différences qualitatives entre les individus, entre les activités productives et les compétences requises de la part des individus qui les mettent en œuvre sont non seulement requises, non seulement permises, mais en réalité requises. À l'inverse donc de ce qui se passe dans la production d'œuvres, il est au contraire, dans la division du travail, fait abstraction des différences qualitatives, ou bien les qualités sont considérées comme équivalentes et on ne demande aucune compétence spéciale, dit Arendt. Raison pour laquelle on peut se contenter d'additionner les unes aux autres les forces de travail afin d'obtenir un effet démultiplié. L'addition des forces de travail produit alors une unité que Arendt considère comme, je cite, « exactement le contraire de la coopération », puisque cette unité, dit-elle, renvoie à l'unité de l'espèce par rapport à laquelle tous les membres un à un sont identiques et interchangeables. Fin de citation. Donc, ni du côté de la production d'œuvres, ni du côté de la division du travail social, il n'y aurait, selon Arendt, mise en œuvre d'un quelconque principe d'organisation sur la base duquel les individus agiraient ensemble de façon concertée. D'où le fait qu'un tel principe d'organisation ne puisse venir à la production d'œuvres et la division du travail que de l'extérieur, et en l'occurrence en leur étant imposé depuis ce qu'elle appelle l'organisation politique. En tant que la politique est précisément, selon Arendt, la sphère de l'agir ou de l'action, c'est uniquement à partir d'elle et en elle que peuvent se constituer un agir ensemble, un agir qui soit concerté
et qui débouche sur une véritable coopération. D'un point de vue arendtien, donc, non seulement il faut précisément distinguer entre, d'une part, ce que j'appellerais, ça c'est plutôt de moi, un faire ensemble, qui relève du travail et de l'œuvre, et que Arendt réduit significativement à un simple vivre ensemble, Zusammenleben, distinguer entre ça, et d'autre part, un agir ensemble, relevant de l'action politique. Mais il faut aussi considérer que cette notion de faire ensemble n'a pas vraiment de sens en réalité, puisque le caractère d'ensemble, puisque ce caractère d'ensemble donc n'est pas compatible en réalité selon Arendt avec le faire, et ne relève à proprement parler que de l'agir, que de la sphère de l'action. Selon Arendt, il est donc clair qu'en admettant qu'un faire ensemble soit possible, ce qui reste problématique, c'est à la condition qu'il y ait d'abord un agir ensemble. C'est l'agir ensemble proprement politique qui, selon elle, rend possible un faire ensemble dans la sphère sociale, sous la forme, par exemple, de la division sociale du travail et de la spécialisation des activités productives. Admettons, mais si l'agir ensemble de façon concertée, de nature essentiellement politique, est la condition d'un faire ensemble social, alors il faut expliquer comment cet agir ensemble de façon concertée est lui-même possible. Le problème est qu'en procédant à la façon d'Arendt, on part d'un agir, c'est-à-dire d'une action, dont il est frappant de voir à quel point elle est conçue de façon finalement extrêmement abstraite ou éthérée, puisqu'elle est comprise d'emblée comme l'action d'un sujet ou de plusieurs sujets qui sont séparés de toute réalité sur laquelle il y a action, de tout milieu social et historique au sein desquels il y a action. Il faudrait pouvoir saisir le caractère concerté ou conjoint de cette action, indépendamment de la prise en compte de la réalité naturelle, sociale et historique au sein de laquelle cette action s'insère. Ça conduit à une forme de conception de l'agir concerté et donc de l'action politique dont on peut regretter qu'elle soit assez largement hors sol. Si je ne conteste pas a priori qu'il puisse être utile de faire cette distinction entre le faire ensemble d'un côté, qui est du côté du social et du travail, et l'agir ensemble, qui est du côté politique, je ne suis en revanche pas a priori convaincu que la différence entre les deux soit de nature, comme le pense Arendt, une différence de nature entre le faire ensemble et l'agir ensemble. Que cette différence donc soit de nature comme elle le pense, je pense plutôt qu'elle est de degré, et je ne pense pas non plus qu'il faille absolument les séparer l'un de l'autre, le faire ensemble et l'agir ensemble. J'avoue même avoir plutôt tendance à penser le contraire, et à rejoindre en cela, par exemple, Christophe Dejour, quand, je le cite, quand il dit qu'il pressent, je cite Dejour, quand il dit qu'il pressent dans la coopération le pouvoir d'ouvrir la voie vers la politique, grâce au rapport qu'elle entretient avec l'association. Or, le lieu de la coopération, c'est le travail. Donc, c'est un faire ensemble. Donc là, c'est l'inverse d'Arendt. On monte du faire ensemble vers l'agir ensemble, du social vers la politique. C'est ainsi que le domaine du faire, en tant que faire ensemble, non seulement ne serait pas exclusif de la dimension politique, mais qu'il deviendrait possible d'envisager que ce soit même et de façon privilégiée, à partir de ce faire ensemble, qui est précisément le travail dans sa dimension coopérative, que ce soit à partir de là que les acteurs et les actrices accèdent, en s'y formant grâce au travail, à la dimension de l'action politique concertée. Et qu'à partir de là, ils articulent des questions aussi hautement et explicitement politiques que celles de la justice et de l'égalité. Il serait donc possible, selon moi, par opposition là avec Hannah Arendt, de reconnaître dans le travail, au fond, un opérateur constitutif du public. Là où, au contraire, la philosophe ne voulait pas voir autre chose qu'une activité typique de la sphère privée, dont la modernité aurait indûment fait un enjeu public sous le nom du social. Je vous renvoie sur ce point à tout ce que Arendt dit dans Conditions de l'homme moderne, et en particulier tout le chapitre 3. Et Toni Negri rappelle à ce propos, parlant de Arendt, qu'elle pensait que les aptitudes au travail n'influent pas sur la vie politique, qui requiert l'autonomie, la communication, la coopération et la créativité. Mais c'est à mon avis parce qu'elle croyait à tort qu'il n'y avait place dans le travail
que pour le répétitif et le cyclique, pour l'hétéronomie et la soumission aux ordres. Voir les choses comme cela, c'est en effet risquer de s'interdire de comprendre que dans la modernité, c'est justement à partir du travail que se forment les significations partagées et que c'est aussi à partir du travail, en lui et par lui, que s'inventent les actions communes. Mais il faut aller plus loin. Non seulement le travail est dans la modernité le vecteur du commun, et non pas son fossoyeur, comme le pensait Arendt, mais il est aussi ce qui donne au commun des modernes sa forme spécifiquement démocratique. La capacité démocratique est inhérente au travail dans la mesure où elle est l'expression politique de cette caractéristique immanente et essentielle aux activités de travail qu'est leur dimension coopérative. Et j'en viens ici ainsi à poser que le travail est intrinsèquement politique et que la politique intrinsèque au travail est essentiellement démocratique. Qu'on ait longtemps pu ignorer cet aspect, c'est normal et l'inverse aurait été étonnant. Tant ont été puissantes et efficaces les forces qui n'ont eu de cesse de capter les capacités politiques du travail et de priver celles et ceux qui travaillent des capacités démocratiques qui sont propres à l'activité qu'ils et elles mettent en œuvre. Les différentes stratégies de captation de la coopération, déjà décrites par Marx dans un chapitre du livre 1 du Capital entièrement consacré à ce thème, sous le titre « La coopération », toutes ces stratégies ont précisément servi à cela, c'est-à-dire à rendre le plus possible invisible à ceux-là même qui en sont les acteurs et les porteurs, le sens et la portée politique et démocratique des pratiques sociales de coopération impliquées dans et par le travail. Et c'est aussi à cela qu'a servi la promotion de la coordination politiquement faible des marchés contre la coopération politiquement forte et exigeante du travail. 3 éléments permettent, à mon avis, de reconnaître à partir du travail et de façon immanente à lui la démocratie comme forme sociale, comme régime de vie, d'ailleurs, davantage que comme forme de gouvernement ou forme de régime politique. L'autonomie des acteurs, la coopération qu'ils mettent en œuvre et enfin là où les décisions qu'ils sont capables de prendre au sujet de la forme du procès de travail, de ses objets, de ses buts et de son sens. Ces 3 caractères permettent d'affirmer qu'un collectif de travail est toujours en lui-même, au moins implicitement, un espace public, et un espace public de nature foncièrement démocratique. Les milieux et les collectifs de travail peuvent en ce sens être considérés comme les foyers à partir desquels la forme démocratique de vie sociale peut se développer, se déployer, se propager aux autres espaces publics environnants, jusqu'à conquérir l'ensemble d'une formation sociale donnée. Les collectifs de travail peuvent être vus comme autant de lieux dans lesquels peuvent trouver un ancrage concret le projet et la volonté d'étendre à l'ensemble des rapports sociaux la démocratie comme forme sociale de vie. Admettons qu'une société, je voudrais terminer sur ce point, qu'une société soit constituée d'une multiplicité de publics ou d'espaces publics, et non pas seulement d'un unique espace public auquel l'État comme tel ferait face, ou dont il serait lui-même l'expression et l'incarnation. Et admettons aussi la thèse de John Dewey, selon laquelle un public se constitue dès lors que des acteurs prennent conscience qu'ils sont concernés collectivement par les conséquences de certaines actions. On comprend dès lors que plusieurs publics de ce genre peuvent parfaitement coexister dans une même société, que plusieurs publics peuvent s'articuler les uns aux autres, voire peuvent se fondre les uns dans les autres lorsque la conscience se forme en eux de ce qu'ils sont également concernés par les conséquences de certaines actions. On rejoint alors la distinction que proposait Nancy Fraser entre ce qu'elle appelle des publics faibles et des publics forts. Fraser appelle faibles les publics dont, je la cite, les pratiques de délibération consistent exclusivement en la formation d'une opinion, et elle appelle forts les publics dont le discours comprend à la fois la formation de l'opinion et la prise de décision. Cette distinction faite, la question devient celle de savoir comment s'articulent et cohabitent dans une même formation sociale les publics faibles et les publics forts. Concrètement, ça revient par exemple à déterminer les rapports susceptibles d'exister entre, d'une part, l'ensemble des publics que sont les multiples associations et groupements d'intérêts, et d'autre part, le public fort constitué par exemple par un Parlement. Ce dernier étant bien un public fort au sens précédent, puisqu'il a pour caractéristique que ses délibérations aboutissent à des décisions ayant valeur de loi. Ceci étant posé, on peut penser que les publics qui sont formés par des acteurs qui travaillent, c'est-à-dire les publics
dont les actions sont des activités de travail et de production, remettent en cause cette distinction précisément entre public faible et public fort. En effet, si le public fort se distingue en ce qu'il est un public capable non pas seulement de discussion, mais également de décision, alors un collectif de travail et de coopération est un public fort, puisqu'il a précisément pour caractéristique d'être à même de prendre des décisions sur lui-même, sur son organisation, sur la forme de sa coopération, ainsi que sur l'objet même du travail et sur son sens. La reconnaissance de tout collectif de travail comme d'un public fort, capable non seulement de coopération, d'autonomie, mais aussi de décision, peut avoir pour effet d'intensifier la vie sociale et de développer la forme démocratique de la vie sociale. On sait que John Dewey proposait de considérer la distinction du privé et du public, et par suite la distinction entre la société et l'État, comme une distinction de type procédural. Il faudrait, selon lui, faire passer la distinction entre le privé et le public au point à partir duquel des actions et des interactions commencent à avoir des suites et des conséquences dont l'étendue est telle qu'elles se mettent à concerner des acteurs très éloignés des interactions initiales, et telles donc que ces effets et ces conséquences doivent être régulés et contrôlés, précisément parce qu'elles affectent et concernent un grand nombre d'acteurs. L'État apparaît alors comme cette instance qui peut précisément répondre à ce besoin de contrôle et de régulation qui émane de la société elle-même. La société consiste dès lors en un ensemble de publics, au pluriel, qui se constituent comme tels du fait même qu'ils sont concernés par les actions d'autres publics par lesquels ils sont affectés. L'État est alors vu comme le moyen ou l'outil dont les publics constituant la société se dotent afin de tenter de résoudre de manière rationnelle, c'est-à-dire de façon à la fois juste et efficace, les problèmes de coordination des actions entre ces acteurs sociaux interconnectés que sont les publics eux-mêmes. Dans ces conditions, la politique apparaît comme le dit Axel Honneth, elle apparaît alors comme un médium cognitif à l'aide duquel la société cherche à s'informer, à élaborer et à résoudre ses problèmes, ses propres problèmes de coordination de l'action sociale. On obtient ainsi une image de la société comme théâtre d'une coopération sociale entre des acteurs qui sont des publics, utilisant l'État et ses administrations comme autant de moyens de résolution des problèmes de la coordination et de l'interaction sociale. Or, ce sont ces problèmes de l'interaction et de la coordination sociale qui appellent la démocratie, souligne Dewey. Car ils seront d'autant mieux résolus, c'est-à-dire qu'ils le seront d'une manière d'autant plus rationnelle, que le plus grand nombre d'acteurs concernés, c'est-à-dire le plus grand nombre de publics, participera à cette résolution et qu'ils le feront en tant que partenaires égaux. On arrive ainsi à une justification de type épistémologique, en quelque sorte, de la démocratie comme procédure, c'est-à-dire en tant que procédé le meilleur et le plus rationnel pour connaître et résoudre les problèmes de coordination sociale. Tout le problème étant alors de passer de cette justification politico-épistémologique de la démocratie comme procédure à la réalité d'une vie sociale et politique effectivement démocratique. La complexification croissante des sociétés industrielles modernes semble à première vue rendre illusoire l'idée d'une procédure démocratique dans la résolution des problèmes de l'interaction et de la coordination sociale, et ceci au bénéfice d'une résolution non démocratique des problèmes par recours à l'expertise, dont on pense souvent qu'elle serait seule à la hauteur des problèmes propres à des sociétés complexes. John Dewey avait déjà parfaitement conscience de cela, et c'est pourquoi tout l'enjeu pour lui était de parvenir à mettre au jour un terrain, un sol, où pourrait s'enraciner chez les acteurs sociaux une conscience démocratique qui soit telle qu'ils ne puissent plus accepter que la résolution des problèmes sociaux soit confiée aux seuls experts. Il s'agissait donc de trouver le terrain sur lequel, ou plutôt l'élément au sein duquel, les acteurs peuvent, dans les sociétés modernes, former la conscience d'eux-mêmes comme d'un nous, c'est-à-dire comme d'associés, et sur cette base, peuvent vouloir donner une forme démocratique à leur vie sociale et finir par consolider une véritable éthicité démocratique. Ce terrain est clairement identifié par Dewey, et c'est un point sur lequel Axel Honneth a mis l'accent, comme étant celui du travail. J'y reviens pour conclure. Ou plus exactement, cet élément est conçu comme étant celui de la division sociale du travail. Il n'est pas difficile, écrit Axel Honneth dans un texte qu'il a consacré justement à John Dewey, il n'est pas difficile de mettre au jour le mécanisme au sein duquel Dewey cherche à ancrer l'éthicité pré-politique d'une société démocratique. De la même manière que Durkheim, dans son livre « La division du travail social »,
Dewey part également de l'idée que seule une forme équitable et juste de la division du travail peut donner à chaque membre de la société la conscience de contribuer avec tous les autres de façon coopérative à la réalisation de buts communs. Fin de citation. La division du travail social serait ainsi le terrain sur lequel peut se former chez les acteurs une conscience de la coopération sociale faisant d'eux les membres d'un public et donc des associés porteurs de contributions méritant d'être toutes également reconnues. Or, seule une telle conscience coopérative, socialement formée, peut permettre que ces acteurs s'attachent ensuite à la démocratie comme procédure de résolution des problèmes sociaux. Ou, comme l'écrit Honneth, je le cite, « L'orientation vers la procédure démocratique présuppose une forme d'éthicité démocratique qui est ancrée non pas dans des vertus politiques, mais dans la conscience de la coopération sociale. » Fin de citation. Il apparaît donc que la Vergemeinschaftung, la communalisation indispensable à une véritable démocratie, ne doit pas s'accomplir à l'intérieur de la sphère politique, mais de façon pré-politique, comme dit Honneth, à l'intérieur des structures d'une division du travail expérimentable en tant que coopération. Si on comprend bien comment peut s'effectuer le lien entre la division du travail comprise comme structure de coopération sociale et la formation d'un ethos démocratique, on peut en revanche être tenté d'objecter, d'ailleurs aussi bien à Dewey qu'à Honneth, que la division du travail n'est pas immédiatement expérimentée comme le lieu d'une coopération sociale active, mais qu'elle est d'abord et le plus souvent expérimentée sous la forme d'un rapport de dépendance réciproque qui prend bien plutôt l'aspect d'un rapport subi et non pas voulu par les acteurs. En ce sens, passer de la division du travail comme structure de coopération à l'éthicité démocratique, c'est courir le risque d'aller un peu vite en besogne et d'oublier une chose sur laquelle, pour leur part, Hegel et Marx ne manquaient pas d'insister, à savoir que la division du travail assure la coopération sociale, toujours d'abord sous la forme subie de la simple dépendance mutuelle et en assignant aux individus des rôles et des fonctions le plus souvent non choisis par eux. Le passage de la division du travail à l'éthicité démocratique ne semble donc pas pouvoir se faire directement à partir de la division du travail telle qu'elle est, et ce passage paraît supposer au préalable une transformation de la division du travail elle-même qui permette qu'elle devienne le lieu d'une coopération volontaire et consciente, et qu'elle puisse assurer ainsi une reconnaissance équitable et juste aux contributions apportées par chacun à cette même coopération. Mais certainement, Honneth partage-t-il ici avec Dewey et avec Durkheim l'idée que la division du travail, y compris sous sa forme de structure de dépendance mutuelle et subie, qui est d'abord la sienne, porte en elle, que cette division porte en elle, à la manière d'une norme qui lui serait immanente, l'exigence d'une coopération sociale entre des acteurs égaux et libres. C'est pourquoi, selon Axel Honneth, je le cite, Dewey doit tenir pour une exigence normative l'institution de forme de la division du travail qui soit juste et conforme à la coopération. Exigence normative qui, en l'occurrence, prend la forme de l'idée de coopération sociale et donc d'une division du travail sous les conditions de la justice. Fin de citation de Honneth. On pourrait être tenté, et je vais conclure sur cela, on pourrait être tenté de voir là un cercle. La division du travail est convoquée comme le lieu où peut se former une conscience coopérative, débouchant sur la formation d'une éthicité démocratique, permettant ensuite elle-même la reconnaissance de la démocratie comme la procédure politique la plus rationnelle de résolution des problèmes. Mais la division du travail ne peut elle-même jouer ce rôle qu'à la condition qu'elle soit d'abord transformée en une coopération sociale véritable entre égaux, ce qui suppose d'introduire dans la division du travail la démocratie ou la démocratisation, à l'instauration de laquelle la division du travail était pourtant censée elle-même conduire. D'où le cercle. On ne peut sortir de ce cercle qu'à la condition de poser que l'exigence démocratique de transformation de la division du travail en une coopération sociale équitable et juste entre égaux n'est pas introduite de l'extérieur dans la division du travail, mais qu'elle lui est immanente sous la forme d'une exigence que les acteurs peuvent faire valoir contre les dysfonctionnements de la division du travail sous sa forme existante. Et on pourrait trouver chez Émile Durkheim nombre d'arguments en faveur de cette thèse. Dans ce cas, on peut dire en effet, suivant Honneth, que l'idée normative de démocratie
doit être considéré non pas seulement comme un idéal politique, mais d'abord comme un idéal social. Fin de citation de Honneth. Ce qui signifie qu'il s'agit d'un idéal ancré socialement, en l'occurrence ancré au sein de l'institution sociale de la division du travail. C'est en ce sens que je rejoins, pour finir, les conclusions qui sont aussi celles d'Axel Honneth dans son tout dernier ouvrage, que j'ai apporté pour vous le montrer, son dernier ouvrage paru en 2023, à la fin de l'année dernière, et intitulé Der arbeitende Souverän, eine normative Theorie der Arbeit. Le livre n'est pas encore traduit, le titre ne sera pas facile à traduire d'ailleurs, c'est pas moi qui m'en charge. Je propose le souverain en tant qu'il travaille, parce que littéralement, le souverain travaillant, ça va... Enfin bon, bref. Donc le souverain en tant qu'il travaille, une théorie normative du travail. Dans cet ouvrage, Honneth écrit que, entre autres, que l'enjeu d'une théorie normative du travail, ce qu'il propose, est, dit-il, je cite, de diminuer et même, si possible, d'éliminer l'écart entre la sphère du travail et la sphère de la pratique démocratique. Au fond, c'est la seule chose que j'ai voulu dire. Diminuer le plus possible, peut-être aller jusqu'à éliminer l'écart entre la sphère du travail et la sphère de la pratique démocratique. En ce sens, l'objectif d'une telle politique, d'une politique démocratique du travail, doit être, dit Honneth, de réorganiser la division existante du travail de telle manière que, quelle que soit la place qu'un individu occupe au sein de la division du travail social, il puisse à l'avenir prendre à la formation politique de la volonté une part active, comme dit Honneth, c'est-à-dire une part qui soit, comme il le dit encore, libérée aussi bien des contraintes extérieures que des craintes internes. Je vous remercie de votre attention.